Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs, et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission 100% Bénin. Passé la journée du 3 mai, l'état des lieux de la presse béninoise continue de susciter maintes réflexions. Le quatrième pouvoir serait de moins en moins en train de jouer son rôle premier, informer. Il aurait ce pouvoir tronquer cette mission fondamentale contre une autre, juger sans pour autant en être investi. Une presse aux ordres soumis, corrompue, peu de lauriers en tout cas, désormais à l'endroit d'une corporation qui pourtant, mesdames, messieurs, n'aura pas démérité dans la longue marche pour un Bénin finalement démocratique. Pourquoi alors tant de griefs ces temps-ci? Et pourquoi maintenant? La presse béninoise serait-elle en pleine crise de maturité ou en perte de ses repères? Ce sont là, entre autres, interrogations qui vont meubler ce numéro de votre émission et les éléments d'appréciation au travers de regards croisés des acteurs du secteur, acteurs d'une expérience avérée. Et ce sera autour du thème « La presse béninoise à l'ère du Bénin révélé ». Urgence signalée pour plus de professionnalisme. Déjà sur ce plateau, Guy Constant Eoumi, professionnel des médias, il est le président de l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Guy Constant Eoumi, bonjour. Bonjour, Joël. Merci de nous rejoindre. C'est moi. En face de vous, un frère d'âme, dirait d'aucuns, mais un homme de la plume aussi, professionnel des médias. Vincent Folly est son nom, éditorialiste. Il est le promoteur du quotidien béninois d'information, d'analyse, d'investigation, La Nouvelle Tribune. Vincent Folly, bonjour. Bonjour, Joël. Merci de nous rejoindre. Merci, c'est moi qui suis honoré de votre invitation. Sachez-le, le plaisir est toujours partagé. La presse béninoise, depuis peu, ne serait plus au meilleur de sa forme. C'est plus qu'une complainte aux lèvres de plus d'un Béninois. Mais à en croire nombre d'observateurs, elle est quasiment inexistante, cette presse. Sinon, n'existerait que de nom. Guy Constant Eoumi parlait ainsi de la presse béninoise, n'est-ce pas plus qu'un désaveu ou une méconnaissance d'une profession? Merci. Pas une méconnaissance de la profession. Je pourrais dire un désaveu parce que la mission essentielle d'information du journaliste, sinon même des organes de presse, a des problèmes au Bénin. Et nous continuons dans l'élan d'un résultat présenté l'année dernière sur la situation des médias à travers le système national d'intégrité du Bénin qui avait présenté la désaffection des citoyens béninois par rapport aux productions des médias béninois. Et si nous sommes en 2018 et que nous nous retrouvons dans cet état-là, je crois que nous n'avons pas encore pris, on n'a pas encore compris la position des citoyens pour tirer leçon et nous corriger. Vincent Folly, à la rédaction, j'imagine, beaucoup de retours vous parviennent par rapport à ce regard que les citoyens portent sur la presse béninoise aujourd'hui. Elle n'est pas des plus reluisantes, mais dans les faits, est-ce qu'on fait juste d'apporter ces appréciations? Autre temps, autre mœurs, dit-on. Écoutez, avant de répondre à votre question, je voudrais me réjouir d'être aux côtés du président de l'Observatoire de régulation des médias. C'est notre organe, notre tribunal, que moi je tiens toujours à respecter. Et je crois que le tribunal de la presse est le plus important pour moi. C'est même plus important que l'autre tribunal que l'État a institué, c'est-à-dire la HAC. Pourquoi? Ah oui, le jugement des pairs est beaucoup plus que grave. Lorsque vos pairs vous jugent et disent que ce que vous faites est bien, ou bien ce que vous avez fait n'est pas bien. Ah non, il n'y a pas mieux que les pairs pour dire ce que quelqu'un fait dans une profession donnée. Et dans la presse, c'est essentiel. Donc je respecte l'ODEM et je veux qu'on lui donne les moyens de faire le travail qu'il ne peut pas faire faute de moyens. Parce que notre presse est fragile. Donc, je veux dire directement. Donc ce regard des citoyens, vous le comprenez? Non, le regard des citoyens, nous sommes dans un pays où les gens, on parle de presse. C'est d'abord la presse, elle est écrite, elle est aussi parlée, elle est audiovisuelle, comme on le dit. Donc, nous sommes dans un pays où les gens ne lisent pas, il faut le dire.
Donc, ceux qui disent qu'il y a une désaffection, il faut dire par rapport à quoi? Notre pays, les gens ne lisent pas. Moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Le journal se vend même dans les gares. On achète le journal pour lire, par exemple, les faits divers, les informations. Quel est le réflexe que les gens ont les gens ne lisent pas. Donc, la désaffection vient des sentiments mélangés. On dit, oui, les journalistes n'écrivent plus. Bon, on pourra en parler. Mais je dis, la presse de notre pays ne peut pas être différente de la société dans laquelle nous vivons. Alors, elle ne peut pas être différente. S'il y a une société, oui, qu'on fait aujourd'hui, oui, on devrait pouvoir, en tant que citoyen, se mirer. Pardon? On devrait, en tant que citoyen, se mirer. C'est cela? Oui, il faut se mirer. Les citoyens béninois doivent se mirer dans leur presse. Parce que la presse ressemble à la société. Si nous avons une société corrompue, la presse ne peut être que ça. Mais je vous dis, la presse a fait un travail. Vous avez dit, depuis les années de renouveau, la presse a fait un travail immense d'accompagnement de la démocratie. Mais les gens ont compris la force de la presse. Les gens, c'est-à-dire les hommes politiques. Et depuis le début du renouveau, toutes les politiques ont cherché à l'embrigader. Et encore plus cette fois-ci avec le régime qui est là. C'est ça qui est danger. Et la presse est fragile parce qu'elle n'a pas les moyens de sa politique. Pour faire un journal, je vais vous dire, ce n'est pas facile. Mais les gens ne savent pas que ça nécessite des moyens. Les gens savent, les politiques savent que nous n'avons pas de moyens et ils profitent. Et c'est ça qui fragilise la presse. On pourra en parler. La presse béninoise serait fragilisée. Ceci expliquerait peut-être ce que les citoyens considèrent comme manquement à une mission pour laquelle on s'est pourtant engagé. Guy Constant Oumi, on se rappelle, il y a peu, vous avez fait une sortie publique pour appeler les hommes de médias à plus de responsabilités. Des mois après, avez-vous l'impression qu'il y a eu une certaine prise de conscience, une marche pour plus de professionnalisme dans ce sens? Merci. La contradiction avec le professionnalisme continue, malheureusement. Parce que, vous savez, même si on n'a pas les moyens économiques nécessaires, il y a quand même que la profession de journalisme a des règles. A des règles de façon que lorsque vous vous levez chaque matin et vous voyez des organes de presse, je veux dire des journaux, qui sont comme si tout le monde était aligné, avec le même titre en manchette, presque, et que vous retrouvez sur les débats radio qu'on parle des mêmes thèmes, presque dans les mêmes sens, et que sur les télévisions, vous ne trouvez pas de contradiction du tout, il y a problème. Vous voulez dire que c'est le constat? C'est le constat réel. Si vous voulez, prenez votre caméra, passez dans les organes de presse, passez au niveau des kiosques chaque jour et branchez-vous sur les radios, prenez les sons, prenez les télévisions, captez et nous allons faire le débat. C'est l'état des lieux. Et qui véritablement, c'est-à-dire, il y a quelques-uns qui font l'effort de l'information et de crédibiliser leur profession. Mais il y a d'autres, vous vous demandez chaque matin qu'est-ce qui leur arrive véritablement. Et là, le débat est posé et nous avons interpellé le 14 février dernier pour dire qu'est-ce qui arrive à la presse béninoise, qui entre-temps était quand même portée au pinacle. Et de 90 jusqu'aux années 2007-2008, je peux dire que quelque part, on en était plus ou moins fiers. Mais depuis un certain temps, ça chute et chacun doit pouvoir se mirer pour dire à quoi est-ce que je sers. Parce que si les citoyens finissent par être complètement abusés, parce que ce qui est dit précisément dans le rapport du système national d'intégrité, c'est qu'on constate qu'il y a plus d'informations commanditées, d'informations achetées. Il y a plus d'informations commanditées et plus d'informations achetées. Vous êtes au cœur du laboratoire de production d'informations au quotidien. Au niveau de la rédaction, votre touche est présente. On le constate manifestement, Vincent Folly. Est-ce que vous faites le même constat que les journalistes béninois communiquent plus qu'ils n'informent?
Oui, je crois qu'il n'y a pas mieux que le président de l'ODEM pour Il peut se faire tromper. le diagnostic. Non, je crois que ce qu'il dit est clair. Mais où est le problème? J'ai dit tantôt que la presse est fragile. La presse de notre pays est fragile. L'entreprise de presse, parce qu'il y a deux sortes de presse. Il y a la presse de service public qui est financée par les moyens dont on pourra parler. Il y a la presse privée, composée des journaux et la télévision. Vous savez ce que ça coûte de faire une émission de télé? La télévision est très très chère. Maintenant, les journaux, ce n'est pas facile. Les gens ont compris que ceux qui ont créé les journaux, ceux qui ont créé les télévisions, n'ont pas les moyens. Donc, la presse étant fragile, certains ont compris qu'ils vont profiter. Et ceux qui profitent, c'est les politiciens. Vous avez dit qu'il y a des titres qui se ressemblent. C'est sous ce régime, sous le régime de la rupture, que nous avons vu le meilleur dévoiement de la presse. Le pire, j'allais dire, dévoiement de la presse. C'est aujourd'hui, c'est des journaux, comme il le dit, qui disent la même chose. Pourquoi? Pour des contrats que l'État a accepté de signer avec eux. Moi, on m'a fait signer ce contrat, mais j'étais à l'étroit, j'ai dit non, je ne peux pas, parce que vous ne pouvez pas dire autre chose que ce qu'on vous envoie. Et je défie quiconque, ceux de la cellule de communication du chef de l'État, de m'apporter la preuve du contraire. Vous ne pouvez pas faire autre chose que ce qu'on vous envoie. Mais on vous envoie des cadrages et on vous dit de faire dans ce sens. Dans un premier temps, je me dis, oui, dans tous les gouvernements du monde, on peut avoir des activités, on peut donner de la visibilité aux activités du gouvernement. Moi, j'étais prêt à faire. Je l'ai fait pendant 3 mois. Mais pendant ce temps, je continuais à faire mon travail. Je donnais la parole à l'opposition. Mais on me dit non. On vous envoie des directives. Et je prie les gens de m'écouter. Vous écoutez, là, vous dites que vous donnez la parole à l'opposition, oui. Et on vous dit non. Mais on dit non, que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas faire des critiques. L'exemple le plus frappant, c'est le cas du RAVIP. Nous étions là, on nous a appelés pour dire qu'il y a un contrat d'un montant presque dérisoire. Mais j'ai accepté. J'ai fait les communiqués, je publie les communiqués. Puis j'ai donné la parole à un candidat de l'opposition ou bien à un membre de l'opposition que je ne veux pas nommer, il se reconnaîtra. Et on dit non, pourquoi? J'ai participé à une émission où j'ai parlé du RAVIP. J'ai dit que tel que c'est fait, que c'est mal parti. Parce qu'on ne sait pas quel rôle joue Safran. On ne sait pas comment Safran est venu. J'ai fait cette émission. On m'en a voulu. Et le reste, c'est qu'on m'a exclu du contrat du RAVIP qui a duré 6 mois. Donc, je ne veux pas m'en plaindre, puisque je continue à faire le journal. Je fais le constat que les journaux qui sont pris en compte par le pouvoir pour diffuser ces messages de désinformation, je dis bien désinformation, ces journaux n'arrivent même pas à sortir 5 jours sur 5. Et moi, malgré les maudits moyens, je sors 5 jours sur 5. Le mois est stable, je ne suis pas venu pour parler de moi. Je veux dire simplement que la question d'argent dans les réseaux, ce n'est pas d'ingurgiter de l'argent, voilà le mot, d'injecter de l'argent dans la presse. Ça ne nourrira pas. Bon, on va apprécier, vous avez dit tellement de choses importantes et en même temps graves. Bon, pour le parcours, on veut apporter de crédit à ce que vous avez dit, mais Vincent Ehoubi, Constant Ehoubi plutôt, entendre ce qu'on entend, on tombe presque des nues, mais jamais on a vu. C'est vrai que si le pouvoir le faisait, il ne va pas le dire officiellement, mais ça fait quand même... C'est surprenant pour le parcours qui a été celui du Bénin et les options faites jusqu'à présent, qu'on en soit encore à assister à des consignes dans ce sens. Ben, moi, je constate ce que chacun produit et j'apprécie. Et c'est ça, je vous dis, que nous voyons des gens alignés, nous voyons l'absence totale des débats contradictoires et nous voyons comme si chaque fois c'était comme de l'orientation. Et si c'est comme ça, il y a problème. Alors que la presse doit s'occuper de tout le monde, de tous les sujets qui se passent dans le pays. C'est vrai, vous constaterez avec nous que le financement des médias au Bénin est un problème.
Est-ce là, et nous, on ne croise pas les doigts non plus. Ce que vous faites, on veut bien entendre, mais là, est-ce que ce n'est pas un véritable problème quand on sait que le principal pourvoyeur reste l'État? Et quand on s'en tient à ce qui vient d'être exposé par le directeur de publication de la Nouvelle Tribune, où c'est le pouvoir qui va vous donner les moyens, qui vous dit en même temps, voici mes orientations, vous relayez. Mais je ne veux pas de contradiction. À la une, ça devient compliqué. En principe, l'État ne peut pas être le meilleur pourvoyeur. En principe. Oui, parce que vous n'avez pas créé l'organe pour la main de l'État pour vous laisser diriger par, un pouvoir pour vous dire ce que vous devez faire. Quand on crée son organe, on se donne les moyens. Donc vous pensez que ce n'est pas une raison suffisante? Vous dites, et il faut lutter pour que l'environnement... Vous savez, l'environnement des médias au Bénin, je n'ai de cesse de le dire, il faut s'asseoir et voir. Ce n'est pas une épicerie où on doit avoir des taxes et payer tout comme toute entreprise. Ce n'est pas possible. C'est un rôle social que jouent les médias. À partir de cet instant, ça doit être une préoccupation nationale pour dire par rapport à ça. Et quand on parle, par exemple, de l'aide de l'État à la presse privée, parce que l'État injecte déjà dans les services publics, il faut qu'on donne un moyen global qui est équitablement mis à la disposition pour améliorer ce secteur-là. Et là, vous constatez vraiment que on laisse la situation et on peut tenir les gens. Parce que quand vous voyez, à part le directeur de publication Vincent Folly, qui fait partie des rares professionnels à avoir des entreprises, les autres sont détenus par des opérateurs économiques ou des hommes politiques. Et les professionnels des médias qui y travaillent sont presque, je peux dire, ils se laissent aller à la sorte de ces personnes-là, alors qu'on pouvait manifester son professionnalisme tout en étant quelque part, quitte à ce qu'on laisse la Direction générale du travail gérer le reste des contentieux. Et face à ce problème-là, depuis un certain temps, à l'Observatoire où nous avons constaté cet état de choses, il y a plusieurs éléments. Et on a embrayé par d'abord la question de convention collective, pour dire que les professionnels, d'abord, il faut les mettre à l'abri du besoin. Maintenant, le financement, le modèle de financement d'une entreprise de presse, il faut s'asseoir et réfléchir là-dessus. Et en l'absence de tout, nous, à l'Observatoire, on a commencé là, on a réfléchi et nous avons dit, nous allons associer un bailleur, c'est-à-dire une fondation, pour nous permettre de réfléchir et de sortir des éléments. Il faut qu'on voit ailleurs, dans d'autres pays, comment est-ce qu'on fait pour être à l'abri de la mise sous dépendance de pouvoir. Comment nous pouvons réaliser ça au Bénin? Nous avons réfléchi, et si le bailleur nous écoute et mettait les moyens à disposition, d'ici à quelques mois, le débat national sera fait. On aura des consultants du plan international pour venir nous aider à voir quel modèle de financement des médias pour qu'on puisse assurer l'indépendance des médias au Bénin. Nous sommes allés jusqu'à proposer même un élément type où, si on donne les moyens pour constituer le capital de cette entreprise-là, les autres vont voir et essayer de faire en sorte qu'on crédibilise. Parce que vous savez, même quand vous êtes dans ce domaine-là et que vous demandez à des gens d'être associés pour former votre capital et qui ne sont pas assurés et qui ont la crainte de ce que, est-ce qu'il y aura professionnalisme, est-ce que tout ce qu'on dit là, ceux-là, quand on va mettre les moyens à disposition, ils ne vont pas toujours lorgner du côté de ceux qui les embrigadent pour continuer de travailler, il y aura toujours problème. Donc, il faut rassurer les gens. Et moi, je pense que le débat économique doit être le premier débat à faire maintenant. Sinon, nous allons continuer d'être sous le joug de certains qui ne veulent que la presse aille dans une orientation donnée. Alors que la presse doit être totalement libre. Comment sortir de l'engrenage? C'est la grosse interrogation. Le débat aujourd'hui est resté focalisé autour des questions purement économiques. Dans les médias, si on s'en tient à ces données, c'est possible vraiment de sortir de l'auberge? Oui, c'est possible. C'est le problème. J'ai dit, et je répète la même chose, avant de rebondir sur ce que le président a dit, je voudrais dire une chose. La presse, elle vit de quoi? La presse écrite, que je connais moins mal, c'est d'abord la vente du titre, ensuite la publicité. C'est ça. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça que la presse vit. Les apports, c'est-à-dire ce qu'on appelle la communication, elle est résiduelle. Mais elle est essentielle
aujourd'hui, dans un contexte d'économie capitaliste, c'est-à-dire que sans la communication, vous ne pouvez pas supporter vos charges. Une grande revue comme Jeune Afrique ne peut pas vivre sans les suppléments qu'elle fait de temps en temps, sans les communications qu'elle fait avec les gens. Ça ne peut pas. En France, la question de la survie des journaux se pose parce que la vente ne produit plus grand-chose et la publicité est réduite. Et dans notre pays, l'espace publicitaire étant réduit, on a des problèmes. Donc, le problème, c'est que la presse elle-même, pour parler de la presse aiguë que je connais moins mal, je dis, elle est fragile parce qu'elle n'a pas les moyens de son œuvre. Le marché publicitaire étant réduit, il n'y a pas de problème. J'ai toujours dit que le seul journal qui a toute la publicité des jours continue d'être La Nation. Parce que, déjà de l'époque du PRPB, on avait opté pour ce choix en disant à tous les ministères de s'abonner à La Nation, en demandant à tous les ministères de communiquer leur message, mais c'est une manne que La Nation conserve jusqu'à présent. Dans l'univers médiatique éclaté que nous avons, La Nation continue d'être le seul organe, à part un autre organe de presse privée, parce que les annonceurs ne se trompent pas. Ils voient un journal de service public, c'est La Nation. Ils cherchent dans l'horizon quel est le journal privé qui peut porter le message, on donne et on distribue. Mais comme le marché publicitaire est réduit, vous verrez aujourd'hui, chaque fois que moi j'ouvre les journaux le matin, je vois ce que La Nation a comme publicité. Mais il y a un travail à faire pour réguler, parce que nous avons dit aux derniers États généraux qu'il faut faire en sorte que La Nation reçoive un budget, fasse faire un budget à l'Assemblée, fasse voter un budget à l'Assemblée pour son financement, et que sur le marché publicitaire, qu'elle ne prenne qu'une petite part. On l'a adopté aux États généraux. Nous avons dit 25%. On a dit 25% de la publicité. Ça devient quoi? Aujourd'hui, ils ont toute la manne publicitaire. De quoi les autres vont vivre? Si on arrive à réguler le marché publicitaire, j'ai entendu la dernière fois, on dit qu'on veut créer une régie. Je ne sais même pas si les gens savent de quoi ils parlent. En Côte d'Ivoire, il y a une régie qui réglemente et on ne donne pas la publicité à n'importe qui. C'est les journaux les plus crédibles, c'est-à-dire qui sortent régulièrement, qui ont un contenu, qui ont la publicité. Ici, ce n'est pas le cas. Oui, mais aller donc, au régime publicitaire peut permettre de régler le problème déjà. Il y a un travail à faire pour faire en sorte que la presse s'autofinance. Ce travail-là, on ne fait pas. Et en plus de ce que j'ai dit, de la publicité et du travail de la vente, des produits de la vente, c'est l'État qui a consenti beaucoup d'efforts. 350 millions, c'était 300 millions par an. Ça fait plus de 10 ans que l'État donne cette aide à l'État. Mais à quoi ça sert? On va apprécier. Je fais partie de ceux qui disent... Vincent Folly, en train de revenir sur l'aide de l'État, oui, la réorganisation des régies publicitaires, d'abord la création des régies publicitaires, avant d'en arriver là, il y a un effort qui a été fait. Alors, des États généraux, comme l'a souligné Vincent Folly, mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport à cette décision prise? Où est-ce qu'on en est? Je ne saurais, pour ma part seul, le dire, parce que d'abord, on a connu un problème. Lequel? États généraux, on a tout dit, on a tout fait, mais le chef de l'État d'alors n'a pas cru devoir recevoir les documents finaux. Le rapport n'a pas pu être transmis. Non, le chef de l'État n'a pas cru devoir accepter de prendre. Parce que quelque part, je crois savoir que, en fait, est-ce que ce n'est pas un jugement de valeur que je fais? C'est comme si on attendait quelque chose et qu'on n'a pas retrouvé avec des gens qui ont travaillé en toute indépendance et on a refusé de prendre le rapport. C'est l'appréciation que je fais. Mais depuis lors, je crois savoir que on a tenté de remettre dans les mains de nouveaux pouvoirs. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Parce que dans la loi même, la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin, il est bien mis qu'il faut créer une régie publicitaire. Et si on met ça en application, ce dont on parle, ce serait à la tête, comment on dit, à la qualité. Ceux qui sont des véritables entreprises de presse, c'est eux qui auront la publicité. On ne le fera plus comme cela se passe aujourd'hui. Mais il faut aller à cela. Est-ce que c'est moi qui dois mettre en marche, comment on dit,
l'application de la loi, mais non. Et c'est un peu comme si, quand on vote des tests chez nous, plus personne ne se demande, les applique-t-on ou pas? Vers où devons-nous aller pour faire ça? Et je crois que ça doit pouvoir être le travail des associations professionnelles pour se dire, chacun doit jouer son rôle. Si on a voté la loi, et jusque-là, c'est nous qui travaillons dans cet environnement-là, et que nous n'avons pas les facilités qu'il faut l'application des tests, allons à l'application. Il faut interpeller. Mais c'est comme si on est dans un milieu où le monde des médias s'est demandé aux autres de revendiquer ce qu'il faut leur faire, mais qu'eux-mêmes ne revendiquent rien. Alors, là, ça relance la question de la responsabilité des professionnels des médias eux-mêmes, hein, Vincent Folly, avant encore de parler. Je disais tantôt que ce sont les politiques qui utilisent notre faiblesse, qui profitent de notre faiblesse. Mais c'est encore nous-mêmes qui ne faisons pas ce que nous devons faire. Il a dit tantôt que les associations professionnelles devraient avoir fait du lobbying pour que la loi soit appliquée, ne serait-ce que sur la régie dont il parle. Mais il y a toute l'organisation. Comment faire la fiscalité de la presse? Tout à fait. Vous savez que je paye les mêmes impôts que n'importe quelle entreprise. Il a parlé d'épicerie. C'est pas normal. C'est les mêmes impôts. Nous payons les mêmes impôts. Pas normal. Alors que nous avons du boulot. Voilà. Qu'est-ce que font les associations professionnelles? Pas grand-chose. C'est les associations professionnelles qui devaient jouer ce rôle ensemble avec les professionnels. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il y a une réorganisation à faire pour que la presse puisse s'autofinancer et se passer des communications politiques. Est-ce que ça ne reste pas un rêve? Est-ce que ça ne reste pas un rêve si les associations elles-mêmes ne prennent pas encore si elles sont embrigadées, si elles sont inféodées au pouvoir aujourd'hui, regardez, moi je ne veux nommer personne. Comment ça fonctionne? Et qui est-ce qui fait quoi? Tout le monde sait que des présidents ou bien des responsables d'associations professionnelles sont aux côtés du pouvoir. Or, le pouvoir n'a pas intérêt à ce qu'une presse indépendante soit là. Elle a intérêt plutôt à ce que des gens s'applaudissent et écrivent ce qu'ils veulent écrire. Donc, moi, je dis, la conscience viendra de nous-mêmes, de la presse. Et cette conscience, on ne l'a pas encore. Qu'il faut créer de vraies entreprises. Et ça peut être créé sur les ressources propres, sur les ressources que l'État peut donner. Parce que c'est depuis la conférence nationale que le constituant primaire a demandé qu'on finance la presse. Parce qu'on sait que la presse demande beaucoup de moyens. Et on a fixé. Et c'est sous le président Kérékou, le président Soglo a boycotté l'application de la mesure de la conférence nationale. Il a fallu l'arrivée du président Kérékou pour le faire. Et les 10 ans qu'il a fait, on a donné régulièrement 300 millions. Avant que le président Yahi ne les porte à 350. Et moi, je dis à nos confrères, 300 millions par an. En 10 ans, ça fait 3 milliards. Ça fait 3 milliards, ça fait 3 000 millions. Combien d'entreprises on aurait pu gérer? Donc, la question de la gestion même de ce que l'État donne pose problème. Demandez à mon confrère comment l'aide de l'État est répartie. J'ai fait partie de la commission une seule année et j'ai vu comment se fait. Et j'ai crié au scandale. Mais on n'a pas compris. On a pensé que j'étais là pour des récriminations personnelles. Mais la manière dont le fonds était géré, cette manne était gérée, n'était pas bonne. On a dit depuis des années qu'il faut créer un fonds. On en est encore à dire, voilà le fonds, il faut le créer. Un fonds qui va servir de quoi? Un peu comme une sorte d'avaliseur pour des gens qui prendaient des prêts. C'est ce qui se fait dans d'autres pays. On connaît l'expérience de la Côte d'Ivoire, on connaît l'expérience du Sénégal. Donc, il s'agit de faire en sorte que la presse puisse s'autofinancer pour être réellement indépendante. Mais parce que les politiques n'ont pas intérêt. Oui, vous l'avez répété plus d'une fois, Vincent Ouéoumi. Décidément, l'histoire des hommes des médias, ça semble ressembler à celle du cordonnier plutôt mal chaussé. Oui, mais qui se chausse mal, hein, qui se chausse mal véritablement, parce que ce n'est pas la science infuse qui manque, mais il faut pouvoir s'asseoir et dire, nous défendons notre profession. On ne s'allie pas aux autres pour faire leur bonheur, quitte à ce que quand ils finissent, ils nous jettent, ils nous oublient. Il faut s'asseoir.
on a un conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. On a une union des professionnels des médias du Bénin. Ils doivent s'asseoir pour qu'on dise ce qui concerne les professionnels, comment est-ce qu'on se bat pour ça, ce qui concerne les entreprises de presse, comment on se bat pour ça. Et il faut avoir un plan d'action sur tout ce qu'on doit faire. Et ça doit être lisible, ça doit regrouper tout le monde et qu'on puisse planifier où est-ce que nous allons. On doit quand même avoir les moyens. Et puis, vous savez, j'ai l'impression que c'est parce que au sein là, il y a une organisation qui n'est pas entièrement très claire ou bien structurée, que nous n'avons pas pu avoir l'augmentation. Les artistes sont allés au plus du milliard. Et moi, je dis, 350 millions, c'est rien du tout. Parce qu'on aurait pu faire en sorte qu'une entreprise de presse, par exemple, puisse avoir 1 million l'année. Plutôt 100 millions l'année. 100 millions, et on lui dit, vous avez 100 millions, vous ne revenez pas avant peut-être 2 ans ou 3 ans, mais vous devez peut-être, si c'est la presse écrite, avoir votre imprimerie, avoir tout ce qu'il faut comme matériel, le magasin de matériel sur une durée donnée, etc. Parce que je dis, c'est un rôle social que joue la presse. On doit pouvoir aller à là. Et quand on va faire un travail technique pour dire, voilà ceux qui disposent réellement de sièges, du personnel, de tout ce qu'il faut pour obtenir ça. Si on va au fond et on dit que le fonds sert à cela, chacun dépose son dossier. Et ça, il faut choisir des entreprises, en fait, la mesure de gestion des fonds publics réels pour que la traçabilité y ait. Et chacun va par rapport à son dossier et il défend le dossier. Et on sait que quand on aide quelqu'un, on est rassuré qu'il doit pouvoir faire le travail, il doit rendre compte. Si on le fait comme ça, moi je pense, parce que quand on parle 300 millions peut-être, moi je pense que si de 77, plutôt 97 à là, on continue de parler, c'est comme s'il y a quelque chose. C'est pratiquement rien du tout. Et s'il faut une télévision, si une télévision ne peut pas souscrire et avoir 30 millions pour, comment dire, plutôt 300 millions pour continuer un travail, ce n'est pas possible. Parce que cette chose-là, vous savez, ce n'est pas ça qui n'est pas faisable chez nous au Bénin. Mais il faut pouvoir élaborer des questions. C'est pourquoi la responsabilité de chacun là est engagée. Si on est responsable de structure, il faut qu'on sache que doit faire la structure, où est-ce qu'on doit aller. Et c'est pourquoi moi je m'emploie là où je suis pour dire l'autorégulation des médias, nous devons travailler à cela. Mais on ne peut pas dire que parce qu'il y a tel ou tel moyen, on ne veut pas. Il faut qu'on s'asseye et qu'on continue de réfléchir. Mais pendant combien de temps passé aux États généraux, nous avons quand même réfléchi. Voilà, c'est la question. Les professeurs de médias ne manquent pas de s'asseoir. Il faut agir maintenant pour qu'on quitte les sentiers battus. Mais avec ce visage présenté et le besoin d'autofinancement, d'indépendance, où la traçabilité dans ce qui est fait à présent pose problème, pensez-vous que l'État puisse vous prendre au sérieux, professionnels de médias? Si il y a la manière d'apprécier ce que l'on gère. Il faut auditer. Il faut faire le point. Il faut qu'on passe par là. Non, mais s'il vous plaît, faites le point et dites quel était l'objectif. Est-ce qu'on a atteint les objectifs? Si on n'a pas atteint, comment on s'améliore? C'est important pour moi. Pour qu'on puisse... Sinon, on va jeter le propre peut-être sur tout le monde. Et on ne va pas savoir, mais il faut clarifier ces choses-là. Qu'est-ce qu'on devrait faire par tel moyen qu'on a mis à la disposition de telle personne pour faire telle chose? Est-ce que ça a été fait? Est-ce que c'est ça? Maintenant, si on a fait ça et qu'on n'a pas eu du résultat par rapport à ce qu'on attend, ça veut dire peut-être que les options n'étaient pas les bonnes. Quelles sont les nouvelles options? Il faut que ce soit un travail d'ensemble. Ça ne peut pas être un truc de conglomérat. Que tout le monde participe, c'est l'affaire de tout le monde. Et que tout le monde vienne. Parce qu'aujourd'hui, tel que la presse béninoise se présente, c'est urgent de travailler pour que les organes soient indépendants. Urgence pour que la presse en son ensemble soit plus indépendante. Vincent Folly, là où aujourd'hui l'appel est de plus en plus pressant pour permettre à cette presse de sortir de l'auberge, pensez-vous que l'urgence, plutôt la première, serait aller à l'assainissement collectif? Donc l'audit demandé par exemple par le président de l'ODEM, qu'on aille là et voir un peu ce qui a été fait durant ces années pour pouvoir apprécier la capacité des hommes de médias de pouvoir se prendre eux-mêmes en charge. Parce que c'est la question que beaucoup se posent.
Oui, c'est plusieurs questions que tu poses. Mais Oui. ce qu'il dit est important. Il dit qu'il faut faire un audit de ce que... Ah, vous pensez que c'est le préalable? Non, ce n'est pas ça. De quoi? Il faut faire l'audit de quoi? Ça fait plus de 10 ans, 15 ans maintenant que nous avons l'aide de l'État. Ça a donné quoi? Cette façon de gérer, de partager l'argent aux associations professionnelles, de faire des séminaires de formation. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a consolidé les entreprises de presse? Je dis non. C'est pour ça que par le passé, et depuis plus de 10 ans aussi, on parle de la création du fonds. Mais ce n'est pas encore concrétisé. Le fonds servira à quoi? Moi, j'étais allé jusqu'à proposer que quelqu'un viendrait au fond avec un projet de développement. Il a parlé de 100 millions. Non, une entreprise de presse, c'est déjà beaucoup d'argent. 100 millions, c'est beaucoup. Vous comparez, vous avez dit tantôt que pour les artistes, ils sont allés au milliard. On avance des chiffres pour ça. J'ai dit que la presse, comment on peut dire, la presse écrite que je connais bien, ne peut pas fonctionner avec tant d'argent. Il y aura du gaspillage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement mettre les moyens à la disposition. Et comment on fait? Chacun fait un projet, il va au fond et il dépose le projet agréé. Le projet est agréé, il reçoit les fonds, mais il faut qu'il rembourse. Je suis allé jusqu'à proposer que si vous prenez un prêt, vous remboursez, mais avec un délai relativement long. Parce que le problème que nous avons avec les institutions bancaires, c'est qu'on dit non, la presse n'est pas rentable, on ne peut pas vous financer. Donc, le fonds servirait en quelque sorte de garantie. Nous aurons la possibilité de prendre de l'argent public, mais pas cadeau. Il faut le faire et pouvoir rembourser, mais avec des termes beaucoup plus longs pour nous permettre de faire chose. Si on rembourse, ça responsabilise celui qui prend le prêt. Si on lui donne, on lui dit que c'est un don, ben, il va construire sa maison, acheter sa voiture, se donner plusieurs femmes. C'est ça que les gens font. Donc, il faut responsabiliser les gens. Donc, la création du fonds servira simplement à créer de vraies entreprises. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas de vraies entreprises. Et comment y arriver à l'étape où on en est actuellement? Comment y arriver? Je crois que si ma mémoire est bonne, on attend qu'il y ait des tests de mise en place du fonds. Sinon, même dans la loi, c'est déjà mis que un fonds doit être créé. Et je crois savoir que, entre-temps, on avait dit que, je crois, dans ce schéma-là, si ma mémoire est vraiment bonne, hein, qu'il y avait eu des propositions de tests sur lesquels nous avons réfléchi déjà. Et il faut maintenant que les structures compétentes prennent les tests pour mettre en place le fonds et qu'on puisse loger l'argent dans le fonds. Vous savez, c'est un peu ça. Et je dis, si nous ne prenons garde, on va peut-être oublier certains mécanismes des finances. Quand on parlait du fonds, nous avons dit que des aides de certaines années qui existaient, qu'on devait les arrêter pour les mettre dans le fonds. Mais aujourd'hui, on est devant la réalité de ce que on n'a pas encore mis le fonds en place, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines, certaines structures ou certaines autorités qui estiment qu'un fonds qu'on n'a pas géré dans l'année de la loi de finances, on se demande comment est-ce que vous voulez qu'on ramène ça dans un autre fonds à 2 ans ou 3 ans après pour dire que vous voulez créer un fonds. Ça veut dire qu'il n'y a pas une mémoire de toutes ces choses-là pour que l'État qui a une continuité puisse comprendre que l'argent qu'on n'a pas touché là, c'est parce qu'on voulait loger ça dans un fonds pour avoir un capital conséquent pour qu'on puisse donner des fonds conséquents pour les entreprises de presse. Donc aujourd'hui, il faut faire ce débat-là. Il faut que les responsables d'associations se lèvent avec un document précis qui retrace toute cette histoire pour convaincre l'autorité actuelle pour dire nous voulons aller au fond parce que nous voulons des entreprises viables. Et que ces nouvelles autorités puissent comprendre que voilà là où on veut aller pour que le fonds soit mis en œuvre. Je crois qu'il faut c'est-à-dire, pour moi, il ne faut pas qu'il y ait de cachotterie ou des noms dits sur un sujet ou quoi là. Il faut mettre tout sur le plateau et qu'on comprenne d'où est-ce qu'on est venu, où est-ce qu'on veut aller et qu'on fasse le point. Quand je parlais d'Audi et autres là,
pour moi, c'est un bilan. Le doyen a dit que, est-ce que ça a servi? Ça, voilà ce que je dis. Si 350 millions, tel qu'on a géré jusque-là, ça ne nous a pas permis d'avoir des entreprises, qu'est-ce qu'on fait après ça? C'est ce que je dis. Faisons le point et disons, si on n'a pas pu avancer, aider les structures à être autonomes, qu'est-ce qu'on fait pour que les structures soient autonomes? Si, je crois savoir que nous avons peut-être les idées. Maintenant, si on n'en a pas, si d'autres ont fait, et comme on dit, mieux que nous, qu'ils le fassent. C'est dans cette démarche que nous, on a dit, nous allons demander à ce que des structures de l'étranger viennent nous aider à avoir les modèles d'entreprise. Parce que pour nous, là, c'est-à-dire, quand on parle d'indépendance, il faut que l'indépendance soit réelle. Et nous avons pensé que, parce que les gens ne sont pas autonomes, ça agit. Et quand vous voyez ce que nous avons comme plainte à l'Observatoire, on constate tout simplement que c'est parce qu'on a intéressé quelqu'un qui a cru devoir violer sa déontologie. Intéresser quelqu'un, le problème se pose sous plusieurs facettes. Vincent Folly, vous n'êtes peut-être pas étranger au fait, vous faites les efforts que vous pouvez, mais il est de ces journalistes qui sont souvent indécis parce que se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et pour cause, à la base, on ne serait payé qu'en fonction de sa publication. Soit vous amenez le marché, vous avez droit à un salaire, vous n'amenez pas de marché, eh bien, vous n'avez pas droit au salaire à la fin. Alors, salut les dégâts. Bon, je ne sais pas précisément de quoi vous parlez. Moi, je ne connais pas ce système où il faut apporter un marché avant d'être payé à la fin du mois. Vous n'en avez non plus entendu parler? Non, qu'est-ce que ça signifie? Concrètement, ça veut dire qu'il faut apporter une communication payante et vous vous faites rétribuer en conséquence, c'est ça? Un détail qui tue l'entreprise à ce qu'il paraît. Non, avant de dire ça, oui. Je vais rebondir sur ce que le président a dit. Lorsqu'il disait que le fonds, la création du fonds peut se faire et qu'il y a de l'argent qu'on n'a pas consommé dans l'aide de l'État de plusieurs années, on aurait pu remettre ça comme fonds de base de... C'est ça que je voulais dire. Oui, je suis bien placé pour lui dire que nous sommes, au titre de la consommation de l'aide, nous sommes à l'aide de 2014. Nous sommes en 2018, donc l'État nous doit 2015, 2016, 2017, puis 2018. Si c'est 350 millions par an, nous sommes à plus d'1 milliard. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour créer une banque? Je crois qu'aujourd'hui, on demande une dizaine de milliards, ou je ne sais pas, mais c'était peut-être 1 milliard pour créer une banque. Mais un fonds avec ce montant-là, mais ce montant, comment le mettre à la disposition? Il s'agit de rencontrer les autorités politiques, et ça, c'est le rôle des organisations que nous avons, des organisations qu'on appelle les organisations fêtières. Le rôle des organisations, ce n'est pas de défendre le pouvoir ou de se mettre à côté du pouvoir. J'ai écouté, par exemple, la dernière fois, des commentaires sur le communiqué de Reporters sans frontières, le rapport de Reporters sans frontières. J'ai été ahuri. Mais j'ai été ahuri parce que les gens ont dit « Ah non, que Reporters s'est trompé, que ce n'est pas comme ça, la liberté de presse existe. » C'est quoi la liberté de presse au Bénin sous la rupture aujourd'hui? Tout le monde sait. D'abord, les gens ne savent pas. C'est quoi? Les gens ne savent pas. Les utilisateurs veulent savoir. Non, mais c'est quoi ce que Reporters Frontières, le rapport est même en deçà de ce que nous vivons en matière de liberté de presse. Ah bon? Et la liberté de presse, le rapport de Reporters sans frontières, ce n'est pas pour dire qu'un pays produit de très grands articles, de très grands journaux. Non, ce n'est pas la qualité des médias qui est le problème. C'est comment l'État assure et protège la liberté de presse. C'est ça qu'on note. Et il ne le fait pas. Donc ceux qui doivent réagir, ce ne sont pas les associations professionnelles, mais c'est les autorités étatiques qui doivent dire « Ah, ce que Reporters Frontières nous reproche, ah, c'est vrai, nous avons fait des efforts. » Il fut un temps où le Bénin était bien classé. Personne ne disait autre chose. Donc, le rôle, je veux dire, j'ai simplement fait une petite parenthèse, j'ai ouvert la parenthèse, je la referme, pour dire que le rôle des associations professionnelles, c'est de défendre les intérêts de leurs membres. Oui, mais et c'est de de ce point de vue, mais vous avez fait l'effort
de ne pas répondre à ma question. Je parle du quotidien des journalistes. Le patron de presse fait l'effort de ne pas savoir ce qui se passe. Il paraît que ça ne fait pas bon d'être journaliste au Bénin. Le problème se pose avec acuité au niveau surtout de la presse écrite. Ça fait partie des plaintes. C'est vrai, vous n'êtes pas au niveau d'une structure fêtière, d'arbitrage, peut-être au niveau de l'ODEM. Non, vous avez fait l'effort de ne pas y répondre, non, mais au niveau de l'ODEM, je ne sais pas, vous n'avez pas des plaintes du genre où il faut vraiment repenser le mode de paiement du quotidien des hommes de presse? On pourrait me reprocher de dire que la situation est criarde. Parce que vraiment, je crois savoir que tel que certains professionnels sont traités, ce n'est pas au mieux de la forme. Au point où j'ai été l'instigateur en tant qu'observatoire pour dire qu'il faut corriger la convention collective et j'y ai cherché des moyens pour le faire. Mais le plafond qu'on y a mis n'est pas un plafond réduisant pour le professionnel. 150 000 francs CFA. Si on lui donne comme salaire de base, il ne va pas mieux s'en sortir, mais c'est le plafond. Vincent Oumi, je ne vous arrête pas, Constant Oumi, Vincent Folli, c'est plutôt terminé, mais je vous informe qu'il y en a qui sont payés à moins du SMIC qui est à 40 000 francs. Oui, ce ne sont pas des inventions, c'est le quotidien de certains hommes de médias, professionnels des médias compliqués à vivre. Mesdames, messieurs, c'est bien dommage, le temps est complètement parti. Vincent Folli, ne vous en faites pas, on reviendra sur la question, pourquoi pas. Oui, Constant et Oumi. Merci également, 100% Bénin, c'est terminé. Pour le numéro du jour, nous allons vous fausser compagnie sur cette citation du philosophe et poète libertaire français Jean-Marie Guyot, je le cite: la vie reste un combat permanent, pourtant il tend la vivre et continuer à vivre au quotidien, mais pour y arriver, il vaut mieux prendre la vie comme elle vient, avec un bon sourire d'enfant à son réveil, quoi qu'il arrive. Difficile à faire, n'est-ce pas? Mais essayez tout de même, mesdames, messieurs. On se retrouve demain pour un autre numéro de 100% Bénin avec toujours la même disponibilité. À très vite.